c'est Grégoire Loiseau qui va commencer cette journée avec une intervention intitulée IA et travail, quels droits, quels travailleurs, euh, pour quels usages? Dire quelques mots sur vous, Grégoire. Vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes ancien président de l'université et ancien directeur de l'école de droit de la Sorbonne. Vous dirigez le Master 2 juriste de droit social. Vous êtes un spécialiste du droit du travail et généraliste de droit civil. Vous vous intéressez depuis plusieurs années aux problématiques du numérique et de l'intelligence artificielle. Vous êtes également l'auteur, le co-auteur de nombreux ouvrages en droit des contrats, en droit des personnes et en droit du travail. Vous avez co-dirigé un ouvrage collectif sur le droit de l'intelligence artificielle publié dans une deuxième édition en 2022. Et vous avez écrit plusieurs articles sur le droit du travail et de l'intelligence artificielle. Nous vous remercions une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole pour 45 minutes de présentation. Merci beaucoup et merci pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le cadre a été posé par Cyril Combe. Le règlement sur l'intelligence artificielle, ça va être mon point de départ, en tout cas, d'un propos qui va s'efforcer d'apporter quelques éclairages sur trois quarts d'heure. Vous vous doutez que on ne pourra pas parcourir l'ensemble des problématiques, mais déjà jeter, jeter un éclairage sur certaines d'entre elles. Quel droit, quel travailleur, dans quel usage? Si j'aborde mon propos par le règlement IA, je m'en tiendrai somme toute aux usages. Le règlement qui a été adopté ou qui porte la date du 13 juin 2024 ne se préoccupe pas, sauf de manière très marginale, des travailleurs. Et je vais y revenir, il ne se préoccupe pas, sauf de manière très marginale, des droits. Il se préoccupe des usages. Il se préoccupe d'avoir une IA de confiance pour favoriser l'utilisation, pour favoriser le déploiement de l'usage, des usages, pardon, de l'intelligence artificielle. Alors, il y a un propos qui est personnel sur ce règlement, donc mon propos n'engage que moi, je tiens à le dire. C'est un d'autres que moi peuvent avoir un autre regard sur ce règlement. La question plus générale d'aujourd'hui, c'est réguler l'IA, son déploiement, son usage, mission impossible, point d'interrogation. Alors, est-elle impossible? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. La mission, elle a commencé. Elle a commencé puisque désormais, nous avons des normes au niveau de l'Union européenne. Reste à voir ce que certaines d'entre elles donneront déployées dans les droits internes. Alors, le règlement, vous le savez, est d'application directe, mais la directive dont il sera question cet après-midi sur les travailleurs de plateforme, qui de mon point de vue va beaucoup plus loin sur la protection des droits des travailleurs, elle demandera à être transposée d'ici 2026. Donc nous avons, je voudrais dire enfin, des outils normatifs à partir desquels ou à propos desquels réfléchir et nous projeter sur ce que l'on peut, sur ce que l'on doit faire. Et le temps est compté. Le temps est compté. Ce n'est pas une alerte que je signale ici. Le règlement est entré en vigueur avant-hier. Alors, pour une toute petite partie, mais c'est vous dire que la marche est engagée. Le règlement est entré en vigueur dimanche sur la définition des systèmes d'intelligence artificielle, d'une part, et sur l'interdiction de certains, pas tous, hein, de certains des systèmes d'intelligence artificielle jugés inacceptables. Et pour ce qui concerne le travail, il en est un qui est visé, j'y reviendrai, parmi les systèmes dits inacceptables, interdits, c'est l'utilisation des systèmes de reconnaissance des émotions sur le lieu de travail. Il fait partie de ceux qui sont interdits depuis dimanche. Alors, on attendait de la Commission qu'elle publie des lignes directrices pour aider à cette entrée en application du règlement. Ce n'est pas fait. Les lignes directrices sont annoncées, mais je ne suis pas dans le secret, donc je ne sais pas quand elles seront effectivement publiées. Alors, pour amorcer mon propos, je voudrais resituer ce règlement qui, somme toute, a mis assez peu de temps
à voir le jour puisque le projet est publié en avril 2021 et le règlement est adopté en juin 2024. 3 ans, c'est somme toute très peu pour adopter un texte aussi important, la première législation mondiale sur l'intelligence artificielle. Ce serait une vision erronée, de mon point de vue, que de considérer que ce texte est un texte de protection des droits des personnes, lato sensu, des droits des travailleurs de manière plus particulière. C'est un texte dont la sensibilité est éminemment économique, qui se donne de promouvoir le déploiement, le développement, la conception des systèmes d'intelligence artificielle d'un point de vue économique pour que l'Union européenne reste à la tête, si je puis dire, des groupements d'États ou des États dans le déploiement, dans la conception des systèmes d'intelligence artificielle. Euh, Certes, l'approche du règlement est ce qu'il qualifie lui-même d'une approche par les risques, risques au regard de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux. On nous dit, ben, voilà les droits fondamentaux, c'est donc un texte qui protège les droits fondamentaux. Il les protège, mais il ne les protège qu'indirectement. La volonté du législateur européen, et ça tranche, on le verra avec ce que dira M. Stefano cet après-midi à propos de la directive, qui a, elle, un domaine d'application beaucoup plus restreint, la volonté du législateur européen, c'est d'instaurer une IA digne de confiance. Et c'est pour garantir une IA digne de confiance que le législateur européen s'est employé à réduire autant que faire se peut les risques pour la santé, pour la sécurité et pour les droits fondamentaux. Donc, si vous voulez, l'objet direct du texte n'est pas de protéger la santé, la sécurité et les droits fondamentaux, il est de favoriser une IA de confiance pour en favoriser la conception et le déploiement. Alors, indirectement, effectivement, cela revient à s'assurer que les systèmes d'intelligence artificielle présentent un minimum de sécurité, de regard des impératifs de santé et de protection des droits fondamentaux, mais encore une fois, c'est plutôt un effet indu. Première observation. Deuxième observation que faisait valoir, on est ici en présence d'un texte que je qualifie volontiers de texte monumental, d'abord par son importance, à la fois substantielle et géographique, et puis parce que c'est un texte qui s'applique, ou du moins qui se destine à toutes les utilisations telles qu'elles sont sériées dans le texte des systèmes d'intelligence artificielle, sans viser des populations particulières, et en particulier ici les travailleurs. Les travailleurs apparaissent subrepticement ici ou là dans le règlement, mais de la même manière, j'évoquerai également ce texte monumental qu'est le règlement général pour la protection des données personnelles, un peu plus ancien, de 2016. Ce sont des textes qui n'ont pas été conçus pour les relations de travail, même s'ils sont amenés à s'appliquer dans les relations de travail. Alors, sous réserve de ces observations préliminaires, la démarche du législateur européen n'a pas été, ça a été envisagé au tout début d'avoir un texte général qui appréhende l'ensemble des usages, des cas d'usage, des applications des systèmes d'intelligence artificielle, mais de procéder à une approche dite par les risques, c'est-à-dire de catégoriser les systèmes d'intelligence artificielle au regard de l'importance du risque qu'ils présentent, toujours par rapport à la santé, à la sécurité et au respect des droits fondamentaux. Ce qui amène à distinguer trois catégories, pour être un peu caricatural, il y en a une quatrième un peu intermédiaire, la catégorie des systèmes dits à risque inacceptable, qui sont proprement interdits, qui sont totalement interdits, si le terme totalement interdit a même du sens, les systèmes dits à haut risque qui font l'objet d'une réglementation, réglementation à la fois ex ante, c'est-à-dire avant la mise sur le marché du système, et réglementation ex post, c'est-à-dire dans son déploiement. Je signale d'ailleurs ce terme auquel on n'a pas forcément fait attention, parce qu'il arrivait un peu tardivement dans le règlement de déployeur. Hein, c'est le terme qui a été retenu pour signaler, pour désigner les entités qui mettent en application les systèmes d'intelligence artificielle.
Et puis enfin, tout le reste des systèmes et de leurs applications qui ne font pas l'objet d'une réglementation, en tout cas d'une réglementation contraignante. Ce qui m'amène à contempler de haut cette réglementation. Si on accepte les systèmes interdits, tout est autorisé. Sous réserve, le cas échéant, évidemment, de respecter la réglementation pour les systèmes dits à haut risque. Mais vous voyez que la perception ou l'approche du législateur européen a été de favoriser l'admission des systèmes au regard des différentes applications qui peuvent en être faites, même si on peut y voir, on va y revenir évidemment, une certaine toxicité ou des risques en tout cas qui pèsent sur les travailleurs. Ce qui est réglementé n'en est pas moins autorisé à partir du moment où la réglementation sera respectée. Dans cette approche, encore une fois, un peu générale, je signale qu'il y a un grand absent. Alors, il n'est pas totalement absent, mais il l'est tout de même très largement, c'est l'IA générative. L'IA générative, tout simplement parce qu'elle est arrivée en cours de route. Je redis que le projet de règlement a été publié en avril 2021, le 21 avril 2021, et rappelez-vous, ChatGPT, c'est beaucoup plus tard. Hein, c'est en fin d'année 2022 que l'on commence à découvrir, même si elle existait avant, mais que l'on découvre, que le grand public découvre l'IA générative, ce qui fait que le texte n'a pas été conçu pour appréhender l'IA générative. Alors le Parlement, en cours de route, a ajouté quelques dispositions sur l'intelligence artificielle générative, mais somme toute, cela reste très modeste et d'un point de vue juridique, ce sera traduit essentiellement par une obligation de transparence. Les concepteurs de systèmes générateurs de contenu devant indiquer que les contenus ont effectivement été générés par une intelligence artificielle. Alors, je l'indique parce que précisément, je trouve cette absence devra être comblée par d'autres instruments normatifs et le droit interne, le cas échéant, par ses propres instruments normatifs, aura peut-être sa part à prendre dans la régulation de l'IA générative. Je ne veux évidemment pas insister sur l'importance prise et à prendre par l'utilisation de l'IA générative dans les relations de travail. Comme faisait état tout à l'heure de l'IA Shadow, on parle aussi du GPT Shadow, c'est-à-dire de l'utilisation de l'IA générative par des salariés individuellement, sans le faire savoir à leur employeur, avec des risques si l'IA générative n'est pas parfaitement maîtrisée dans ses propres limites, avec une obligation de vérification des contenus qui peuvent être produits. Alors, le décor ainsi planté, quels usages et puis ensuite quel droit, si vous prenez cette démarche-là, puisque, encore une fois, le règlement IA est somme toute assez pauvre en termes de reconnaissance de droits, et les droits, il va falloir les chercher ailleurs. Le règlement, je l'ai dit, appréhende les systèmes en fonction de l'importance du risque et dans les relations de travail, il y en a qui relèvent du risque inacceptable, c'est très modeste, et puis il y en a beaucoup plus nombreux qui relèvent du haut risque, c'est-à-dire sont soumis à réglementation. Pour cela, le règlement rentrera en vigueur en juillet 2026, donc ça laisse pour le coup un peu de temps aux acteurs économiques pour se préparer au déploiement des IA à haut risque. Sur les IA interdites, elle l'est, je le rappelais, depuis dimanche dernier, dans les relations de travail, hein, pour me cantonner aux relations de travail, ce sont les systèmes de reconnaissance des émotions sur le lieu de travail. Alors, sans refaire toute l'histoire, c'était au départ un cas qui était qualifié à haut risque, et puis le Parlement l'a remonté dans les cas interdits, dans les cas d'usage interdits, mais en limitant l'interdiction sur le lieu de travail. Alors, système de traitement des émotions, les émotions, c'est le bonheur, c'est la tristesse, c'est la colère, la honte, la gêne, le mépris, la satisfaction. Euh, je ne m'engagerai pas à vous dire aujourd'hui que les systèmes de reconnaissance des émotions sont fiables, mais ils existent. Ils existent d'ailleurs tellement qu'ils sont d'ores et déjà pratiqués.
Dans la phase de recrutement, on a aujourd'hui des logiciels d'analyse des émotions qui analysent les micro-expressions du visage des candidats à partir de vidéos qui ont été enregistrées par les candidats à l'emploi. Je pense à un logiciel américain qui est utilisé y compris par des entreprises françaises qui s'appelle Harview, H-I-R-E-V-I-E-W, et qui analyse les micro-expressions du visage, la tonalité de la voix, les tics faciaux ou de langage pour en inférer des émotions qui sont scorées, si vous me permettez ce néologisme, pour en tirer des qualités en termes de sérieux, d'investissement du candidat à l'emploi. On pourrait être dubitatif, mais je ne veux pas être trop long sur ce point, sur la fiabilité de ce système. Ce n'est d'ailleurs pas moi qui le dis, hein, c'est la CNIL elle-même qui a eu l'occasion de l'examiner dans un guide du recrutement qui a été publié il y a maintenant 2 ans, c'était en janvier 2023. Les entreprises ou certaines entreprises utilisent tout de même ces systèmes pour une raison relativement simple et qui est économique. On n'a pas toujours à l'esprit que 20% des contrats à durée indéterminée sont rompus dans la période d'essai, ce qui a un coût économique extrêmement important pour les entreprises. Lorsque le candidat à l'emploi ne fait pas l'affaire et que la période d'essai est rompue au bout de 15 jours, de un mois, il faut recommencer le processus. Il y a là un investissement qui est très important. Et les entreprises, c'est un discours que j'ai entendu, disent on préfère passer à côté de la perle rare que l'IA n'aura pas détectée, mais s'assurer au moins que les candidatures que nous examinerons, nous, êtres humains, ensuite, hein, dans le processus de recrutement, ont passé ce cap qui s'assure ou qui permet de s'assurer d'un relatif sérieux investissement des candidats. On y croit ou on n'y croit pas, en tout cas, ce type de système est appliqué. Alors pourquoi j'en ai beaucoup parlé? Déjà pour dire que les systèmes d'analyse des émotions sont d'ores et déjà appliqués et que le législateur européen a bien pris le soin de dire sur le lieu de travail, ce qui, de mon point de vue, méritera d'être confirmé, mais je pense que les termes ont un sens. Si on dit sur le lieu de travail, dans phase de recrutement, on n'est pas sur le lieu de travail. Autrement dit, ces systèmes de traitement des émotions pourront parfaitement continuer à être appliqués désormais et ils relèvent, je vais parler au présent, de la catégorie des systèmes à haut risque, donc qui impliquent une réglementation à la fois ex ante et ex post, mais qui néanmoins, sous réserve que cette réglementation soit satisfaite, peuvent être déployés. Donc, c'est uniquement sur le lieu de travail que ces systèmes de traitement des émotions sont interdits. Et alors, c'est dans les considérants du règlement, mais vous savez très bien que les considérants permettent de mettre en lumière les dispositions du texte lui-même. En plus, il y a une conception stricte des émotions. Et il est précisé dans les considérants que, par exemple, la fatigue ou la douleur ne sont pas considérées comme des émotions au sens du texte. Alors, pourquoi je le souligne? Parce que, et c'est comme l'a rappelé tout à l'heure, il y a des problématiques en matière de santé et de santé mentale. L'IA permet ou en tout cas est un vecteur qui nous fait encore plus être sensibilisés à la santé psychique et la santé mentale des travailleurs. Euh, Quel employeur ou quelle entreprise ne souhaiterait pas pouvoir contrôler la santé des travailleurs sur le lieu de travail au moyen d'objets connectés. Les données de santé sont des données qui sont dites sensibles au sens du RGPD, mais pour autant, il est permis de traiter des données de santé. Le RGPD prévoit que l'exécution d'une obligation du responsable de traitement peut justifier d'utiliser des données de santé. On voit très bien ici un employeur qui en justifierait par l'exécution de l'obligation de sécurité en matière de protection de la santé au travail. Et donc, si on a une conception stricte des systèmes de traitement des émotions qui exclut la fatigue, la douleur, eh bien, qu'en serait-il du stress? Un employeur pourrait-il, au moyen d'objets connectés, contrôler le stress au travail, les périodes de fatigue et adapter le management? Alors, on dira que je suis un peu là sous-entendu, hein, mais qu'il s'agit de protéger la santé des travailleurs, mais il s'agit aussi d'adapter le management
pour faire en sorte que les salariés fatigués le soient moins ou prendre les mesures pour éviter des périodes de fatigue au cours de la journée de travail. Et pour cela, il faut encore les détecter. Viennent ensuite, je disais, les systèmes dits à haut risque. Alors, ces systèmes à haut risque, je me répète, le sont au regard de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux. Si je le reprends, c'est parce que on les trouve dispersés, encore une fois, dans leur application dans les relations de travail. Il y a des systèmes qui sont dits à haut risque en raison de la menace qu'ils présentent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Alors, ceux-là auront besoin d'être identifiés au cas par cas, au moyen d'une analyse des risques que les concepteurs des systèmes ont l'obligation de réaliser. Mais tout de même, le règlement donne quelques exemples dans les considérances qui permettent de se faire une idée de ces systèmes à haut risque en raison d'une menace pour la santé et la sécurité des travailleurs. C'est par exemple, l'exemple est pris du règlement des robots autonomes qui sont utilisés dans les entreprises et qui le seront de plus en plus à l'avenir. C'est le cas également des machines au sens de la directive machine de l'Union européenne. Pour le reste, les systèmes dits à haut risque le sont au regard de cas d'usage et on les trouve recensés dans l'annexe 3 du règlement. Alors pourquoi une annexe? On peut se dire intuitivement, une annexe c'est moins important que le corps du règlement, alors que c'est extrêmement important d'identifier les cas d'usage qui font l'objet d'une réglementation. C'est comment dire ici un moyen politique, je trouve tout à fait pertinent que le législateur européen a eu, avec l'idée, et il le prévoit dans le règlement, que l'annexe peut être modifiée par la Commission européenne sans qu'il soit besoin de modifier le règlement lui-même. Et quand on sait la difficulté qu'il peut y avoir d'adopter un texte européen, de trouver un accord entre tous les États de l'Union européenne, quand il faudra réviser le règlement, ça sera une tâche difficile. Or, les cas d'usage vont évoluer. Il y a des cas d'usage aujourd'hui identifiés à haut risque, il y en aura très probablement d'autres demain, et peut-être que des cas considérés à haut risque aujourd'hui ne le seront plus demain. D'où l'idée de laisser la main à la Commission européenne, qui pourra modifier l'annexe sans qu'il y ait, encore une fois, à modifier le règlement lui-même. Et dans cette annexe 3, vous avez toute une série de rubriques, dont une qui est consacrée à l'emploi et à la gestion de la main-d'œuvre, et c'est là que nous trouvons les cas d'usage qui font l'objet d'une réglementation, cas d'usage qui visent l'utilisation des systèmes de prise de décision, donc les systèmes de prise de décision automatisés, que là encore on retrouvera cet après-midi dans la directive sur les plateformes du 27 octobre 2020, du 23 octobre 2024, pardonnez-moi. Ici, utilisé pour la promotion des travailleurs, utilisé pour le licenciement, utilisé pour l'attribution des tâches en fonction des traits de la personnalité, utilisé pour l'évaluation de la performance, utilisé pour le suivi du comportement des travailleurs. Vous voyez que à travers ces cas d'usage, à travers ces applications qui induisent que le système sera soumis à réglementation, on voit les usages qui sont ou qui seront faits à l'avenir de ces systèmes d'intelligence artificielle dans l'aide à la décision, avec une question, moi, qui me préoccupe, mais qui ne me préoccupe pas que personnellement, qui nous préoccupe, qui est celle de savoir dans quelle mesure l'employeur se distanciera du système d'intelligence artificielle qui produira une décision algorithmique. Est-ce que l'employeur ne sera pas conduit à appliquer la décision algorithmique sans s'en distancier? C'est ce que l'on peut redouter compte tenu d'un présupposé de fiabilité de la décision algorithmique. J'ai bien dit un présupposé de fiabilité de la décision algorithmique. On voit ici donc les usages des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent faire l'objet d'une réglementation, qui doivent faire l'objet, pardonnez-moi, d'une réglementation. Alors, je ne vais pas m'étendre, faute de temps, sur la réglementation elle-même. Vous avez des obligations qui pèsent sur les concepteurs des systèmes d'intelligence artificielle, sur les fabricants, en particulier une analyse des risques qui doit conduire ensuite
à établir un document technique, une documentation technique pour informer les déployeurs, les utilisateurs, pour le dire plus simplement, du fonctionnement du système et des risques et des mesures à prendre pour atténuer les risques. Et puis, vous avez des obligations ex post, parmi lesquelles, c'est à mes yeux l'une des plus importantes dans les relations de travail, une obligation de contrôle humain. J'y reviendrai parce que je pense qu'il serait bien que ça devienne un droit. Human in common, le terme n'est pas de moi. Je regarde Céline, je pense à un très beau texte en janvier 2019 hein, de l'OIT qui insistait déjà à l'occasion du centenaire de l'OIT sur l'importance du contrôle humain. On le retrouve ici dans le règlement, on verra cet après-midi, vous verrez cet après-midi qu'on le retrouve également de manière, je trouve, plus approfondie, plus ferme dans la directive sur les travailleurs de plateforme. Dans le règlement, on n'est plus sur une pétition, sur une intention. Le règlement est très peu disserte sur la manière dont ce contrôle humain sera opéré. Alors, je n'accable pas ici le législateur, on attend des actes dérivés de la Commission européenne et il est plus que probable, en tout cas il est extrêmement souhaitable, que sur le suivi humain, on ait des actes de la Commission européenne qui viendront préciser en quoi il consiste plus nettement que le principe qui en est aujourd'hui posé. Et comme je le disais, passer les systèmes interdits, pas grand-chose, réglementés, oui, mais ça ne fait pas tous les systèmes utilisés dans le cadre du travail. Eh bien, les autres systèmes peuvent être exploités sans contrainte particulière, en apparence du moins. Alors pourquoi en apparence du moins? Je rebondis immédiatement pour souligner que, de mon point de vue, mais là aussi un point de vue qui est largement partagé, le règlement AIA est indissociable, ou en tout cas doit être indissocié d'un autre texte normatif qui n'avait pas été conçu dans la perspective du développement des systèmes d'intelligence artificielle, mais qui va se révéler d'une extrême utilité dans ce contexte-là, c'est le RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles. Je rappelle qu'il a été adopté en 2016, qu'il est rentré en application dans tous les pays de l'Union européenne en mai 2018 et que ce texte réglemente cette fois dans un objectif de protection des citoyens, en ce compris donc des travailleurs, même si ce texte ne vise pas non plus directement les travailleurs, ce texte réglemente les traitements de données personnelles et impose un certain nombre de principes aux responsables de traitement, qui pour nous sera ici l'employeur, et reconnaît également des droits aux personnes dites concernées, que seront ici pour nous les travailleurs. Et ce texte est essentiel parce que précisément, son orientation est une orientation de protection, est une orientation de reconnaissance de droits aux individus concernés. Et en quoi est-il utile? C'est que dans les applications qui seront faites à l'égard des salariés, je ne dis pas de manière générale dans les relations de travail, mais en ce qui concerne les applications des systèmes d'intelligence artificielle qui seront faites, par exemple, pour procéder au suivi du comportement des salariés, pour évaluer la performance, pour identifier les critères d'ordre dans des licenciements pour motifs économiques, toute application qui sont envisagées par le règlement, eh bien, le système utilisera ou procédera à un traitement de données à caractère personnel. Les systèmes d'intelligence artificielle utilisent des données, il y a les données d'apprentissage et puis il y a aussi les données que le système est amené à traiter dans son application. Et s'agissant de salariés, eh bien, il s'agira, pour une grande partie d'entre elles en tout cas, de données à caractère personnel, ce qui automatiquement rend applicable la réglementation sur la protection des données à caractère personnel. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail du RGPD, mais tout de même donner quelques indications. La première d'entre elles, c'est qu'un traitement de données n'est valable que s'il a une base juridique. Et à cette base juridique, il y en a toute une série, enfin il y en a 7 qui sont déclinées dans le RGPD, mais dans les relations de travail, il y en a somme toute assez peu.
qui peuvent être mobilisés par l'employeur, puisque le consentement de la personne concernée est écarté, aussi bien à la CNIL que la Commission européenne sur la protection des données personnelles, le CEPD, ont indiqué que le consentement du salarié n'est jamais réellement libre et que l'on ne peut pas, de manière fiable, se fonder sur le consentement du salarié pour la mise en place ou pour la mise en œuvre d'un traitement de données, ici par un système d'intelligence artificielle. La deuxième base juridique, c'est l'exécution du contrat. Ah, là, on se dit, effectivement, dans la relation de travail, l'exécution du contrat de travail pourra justifier la mise en œuvre de systèmes d'intelligence artificielle. L'exécution du contrat, pas sa conclusion. Autrement dit, l'application des systèmes d'intelligence artificielle à des fins de recrutement ne pourra pas bénéficier de la base juridique tenant à l'exécution du contrat. Pour l'exécution du contrat, les optimistes, en tout cas favorables au déploiement sans trop de contraintes des systèmes d'intelligence artificielle, ont tendance à dire que toute utilisation dans le cadre de l'exécution du contrat pourra être légitimée. Non, non, je ne pense pas. Il y a un terme qui n'a pas été utilisé parce qu'on n'en a pas vu l'utilité jusqu'à présent, mais qui va, à mon avis, trouver toute son utilité appliquée au système d'intelligence artificielle, et c'est que le RGPD exige que le traitement soit nécessaire à l'exécution du contrat. Et le petit terme de nécessaire pourra faire la différence. Est-il nécessaire d'utiliser un système d'intelligence artificielle pour attribuer les tâches en fonction des traits de la personnalité du salarié? Est-il toujours nécessaire d'utiliser un système d'intelligence artificielle pour investiguer et évaluer la performance des salariés? Est-il toujours nécessaire? Bon, etc., etc. Je ne vais pas vous reprendre tous les termes, mais vous voyez que le nécessaire induit une marge supplémentaire qui pourra permettre, le cas échéant, de faire obstacle à la mise en œuvre de certains systèmes d'intelligence artificielle, alors même que réglementés, ils sont autorisés par le règlement IA du 13 juin 2024. Alors, il reste une dernière base juridique, probablement que certaines entreprises, et déjà c'est le cas, essaieront d'aller sur ce terrain-là, qui est l'intérêt légitime du responsable de traitement. Le problème, c'est que l'intérêt légitime, c'est une notion extrêmement vaste, tout autant qu'elle est vague, et il faudra voir ce que l'on en fera. La CNIL, l'autorité de contrôle sur l'application du règlement IA, je n'en ai pas parlé, cette autorité de contrôle devra être désignée par les législations internes au cours de l'année 2025. Beaucoup plaident, et j'en fais partie, modestement, hein, beaucoup plaident pour que ce soit la CNIL, qu'elle est déjà très avancée sur les problématiques IA, et ce serait, à mon avis, une très bonne chose. Le Conseil d'État lui-même s'est montré favorable pour que ce soit la CNIL. Bon, c'est le législateur qui en décidera au cours de l'année. Toujours est-il que cette institution, la CNIL aujourd'hui, peut-être une autre autorité demain pour l'application du règlement IA, pourront aussi nous indiquer, au regard des systèmes d'intelligence artificielle, ce qu'il faut entendre par l'intérêt légitime. Il y a eu, pour celles et ceux que ça intéresse, des lignes directrices qui ont été publiées par le CEPD à la fin de l'année 2024, plutôt au mois de novembre ou décembre, sur les lignes directrices de manière générale. Je pense qu'il faudra affiner ces règles. Donc déjà, une base juridique. Ensuite, vous avez toute une série de principes à respecter. Alors, je ne vais pas vous présenter le RGPD, un principe de finalité, un principe de proportionnalité ou de minimisation des données, principe de limitation dans le temps de la conservation des données. Bon, autant de règles, et n'oublions pas le principe d'une intervention humaine dans un système entièrement automatisé. Autant de principes qui, là aussi, auront vocation à s'appliquer. Et puis des droits, et parmi lesquels le droit d'accès des personnes concernées, qui sera aussi ici le droit d'accès des salariés. Donc, vous voyez, on commence à arriver sur les droits. À travers le RGPD, on commence à arriver sur les droits. Alors, droits individuels des salariés, mais également droits, je dirais, de manière appréhendés de manière plus collective, tels qu'ils sont protégés par les autorités administratives nationales. Je pense aujourd'hui à la CNIL. Je prendrai, parce que je vois que le temps avance, un seul exemple, c'est une délibération de la CNIL qui a été adoptée il y a un peu plus d'un an, c'était au mois de décembre 2023, vous avez peut-être entendu parler
euh, concernant la société Amazon. La société Amazon a utilisé les données personnelles qui étaient enregistrées par les scanners utilisés par les manutentionnaires dans les entrepôts d'Amazon et qui, en examinant les données, permettent de savoir quel est le temps d'utilisation du scanner. Et si le scanner est utilisé en moins de 1,25 secondes, c'est que le manutentionnaire est allé trop vite. Et si le scanner n'est pas utilisé au-delà de 10 minutes, c'est que l'employé est allé faire autre chose, donc il faudra qu'il s'explique. La CNIL a condamné Amazon à 35 millions d'euros. Ça commence à être significatif, 35 millions d'euros d'amende pour violation des règles du RGPD sur l'utilisation ici des données des scanners. Donc vous voyez que le RGPD, les autorités nationales, européennes, le CEPD, pourront être utiles en la matière comme relais de ce que ne prévoit pas le règlement IA. Alors, je ne sais pas si lors de la conception du règlement IA, probablement, il y avait cette conscience de pouvoir s'appuyer sur le RGPD en tant que complément du texte. Quand on lit les considérants du règlement IA, on est, je l'ai dit, dans une très clairement dans une inspiration libérale, promouvant le développement de la conception et du déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, de l'usage, on en arrive au droit, ça sera mon autre temps. Alors, quel droit pour les salariés? Le premier droit auquel on pense, en tout cas auquel on peut penser, c'est le droit à une intervention humaine. Le droit à une intervention humaine. Alors, il n'est pas consacré comme un droit dans le règlement IA, il est consacré comme un principe dans le RGPD, mais avec des exceptions qui le fragilisent, puisque l'interdiction d'utiliser un système entièrement automatisé sans intervention humaine trouve exception lorsque le traitement est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat. Donc là, il y a une faille très manifestement qui n'avait pas été parfaitement envisagée, hein, ou assumée par les auteurs du règlement. Vous verrez, je renvoie à ce qui sera dit par M. De Stefano cet après-midi, qu'en revanche, dans la directive plateforme, là, pour le coup, il y a réellement un droit à une intervention humaine qui est consacré. Donc, on voit que les choses mûrissent, les choses vont de plus en plus vers la reconnaissance d'un droit à une intervention humaine, avec une question tout de même derrière, c'est quoi cette intervention humaine? Suffit-il d'une supervision humaine, à l'image de la modération sur les plateformes de réseaux sociaux? Faut-il aller jusqu'à un droit à l'explicabilité? Oui, de mon point de vue. Alors, ce n'est pas que mon point de vue. Ça me permet de revenir sur le règlement IA. J'avais omis volontairement ce seul droit enfin, ce seul droit, je caricature, hein, mais ce seul droit utile pour les travailleurs qu'ils reconnaissent, c'est un droit à l'explicabilité des décisions qui sont prises au moyen d'un système d'intelligence artificielle. La personne concernée pourra demander au déployeur, donc ici à l'employeur, les raisons ou du moins les manières, les paramètres qui ont été introduits pour prendre la décision de manière automatisée et obtenir des explications. Alors, par hypothèse, on peut l'espérer, en tout cas, c'est dit clairement dans la directive, par une personne qui est une personne humaine. Donc, le droit à une intervention humaine, droit à l'explicabilité, ce qui suivrait, ce que l'on trouve à nouveau dans la directive et pas dans le règlement, ce serait un droit au recours. Alors, je ne parle pas bien sûr du recours judiciaire qui est ouvert de toute personne, mais un droit au recours contre la décision entièrement automatisée, un droit au recours interne qui serait prévu par le déployeur. Là, le règlement ne le prévoit pas, ni le règlement IA, ni le règlement sur la protection des données à caractère personnel. Donc, on voit qu'il y a encore des choses à faire. Je ne crois pas que la mission soit impossible,
mais elle reste encore à combler. Alors, comment, par qui? Et c'est là que je voudrais arriver, dans le peu de temps qu'il me reste, sur le droit interne, sur les acteurs de droit interne. Il y a des choses à faire et il y a les outils pour les faire. Alors, je ne reviendrai pas sur les dispositions du Code du travail en matière de protection de la santé, de formation des travailleurs, qui pourront évidemment être mobilisés dans le cadre du déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. Je mettrai plutôt l'accent sur les acteurs. Les acteurs, j'en vois trois, et comme j'ai peu de temps pour en parler, ça m'évitera d'être trop long et d'empiéter sur ce qui sera dit tout à l'heure par Pierrette et par Odile, par Madame Chani et par Madame Oayek, de vous ne vous formalisez pas d'utiliser votre prénom, sur la négociation collective. Les acteurs sont d'abord les représentants du personnel. Hein, les représentants du personnel. Alors, avant de parler de la négociation, ce sont en droit français les représentants élus, comités socio-économiques des entreprises, qui ont un rôle à jouer, un rôle d'alerte, puisque il y a un droit d'alerte en matière d'atteinte aux droits des personnes que le CSE est fondé, que les membres du CSE sont fondés à utiliser. Un droit également qui avait été consacré par la loi du 2 août 2021 de participer à l'évaluation des risques avec l'employeur lors de la mise en œuvre ou la mise en place du DURP, du document unique d'évaluation des risques professionnels. Et puis, prérogatives en matière d'information et de consultation. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les consultations qui pourraient être ici utilisées. On pense bien évidemment celle sur l'introduction de nouvelles technologies, mais c'est pas la plus intéressante. Pourquoi? Parce que l'introduction de nouvelles technologies donne droit à une expertise, mais qui n'est pas prise en charge financièrement par l'employeur. Donc, il faut toujours raisonner, de mon point de vue en tout cas, sur les cas d'ouverture à consultation qui font l'objet d'une expertise financé par l'employeur. On peut penser ici au projet important. Et puis j'indique que le règlement IA lui-même prévoit, il y a quelques dispositions sur les travailleurs, prévoit un cas de consultation lors de l'introduction de systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Alors, le règlement ne prévoit pas une expertise, qui est une différence avec la directive dont il sera question cet après-midi, qui prévoit une directive, un droit à l'expertise des représentants élus du personnel, mais à tout le moins, on verra comment les choses seront appliquées. Il y a ici un droit à la consultation des élus du personnel. Et donc là, je crois qu'il y a une marge d'action par les CSE. L'autre action, c'est la négociation collective. Donc, je n'en dirai que très brièvement un mot. On en parle beaucoup. Vous avez probablement vu que le 14 janvier dernier, le CESE a invité les partenaires sociaux au niveau interpro à négocier, évidemment, on peut l'espérer, à conclure un accord national interprofessionnel sur la pratique de l'intelligence artificielle. Et il y a eu hier, je l'indique parce que le rapport est vraiment très intéressant, de Terra Nova, qui a été publié hier sur l'IA générative et qui invite aussi à se saisir de la négociation collective. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a une très belle opportunité parce que précisément, comme je l'ai indiqué, d'un point de vue textuel, sur l'IA générative, pour l'instant, on n'a rien ou proche du rien. Donc la négociation collective pourrait être un moyen de s'en emparer. Ça ne veut pas dire tout traiter, on ne pourra pas évidemment tout traiter. Moi, je reste un convaincu de la négociation collective pour déjà de débattre, hein, et démystifier, s'acculturer pour les partenaires sociaux des deux bords, hein, s'acculturer les systèmes d'intelligence artificielle par le dialogue social. On commence à avoir des accords. Il y a eu un accord mondial de la Société Générale en juin 2023. Il y a eu un accord de GPEC l'année dernière, en janvier 2024, dans la branche de la presse régionale. Donc on commence à avoir des accords. Ça reste de l'eau tiède, mais commençons par l'eau tiède avant d'aller sur un terrain plus chaud. Ça prouve en tout cas que les acteurs commencent à aller sur ce terrain-là et à se l'approprier progressivement. Et puis, il y a un dernier acteur qu'il ne faut pas négliger, c'est l'entreprise elle-même. C'est l'entreprise elle-même par des outils justement de régulation, et là je dirais au sens juridique strict du terme,
c'est-à-dire des outils qui n'ont pas une force contraignante, mais qui permettent de guider, d'orienter les comportements. Souvent, ils sont dénommés chartes, mais ce n'est pas une obligation. On peut les appeler guides, on peut les appeler, enfin peu importe, il n'y a pas de nom qui est consacré. On commence à en voir, hein, alors sous l'angle soit de chartes éthiques qui prennent en compte certaines applications de l'IA, ou de chartes sur l'intelligence artificielle. Hein, ce sont des chartes que j'ai pu voir dans certaines très grandes entreprises dont celles-ci se sont dotées ces derniers mois. Alors, là encore, ça reste pour l'instant assez tiède. L'avantage de la charte, c'est qu'elle n'est pas contraignante. Donc l'idée, c'est aussi d'éduquer, au sens propre du terme, les utilisateurs, aussi bien côté entreprise que côté salarié. Je pense ici à l'IA Shadow ou au GPT Shadow. Il y a aussi des pratiques et des bonnes pratiques à adopter. Et un accord collectif de travail peut être un moyen, à défaut ou en tout cas autrement, une charte adoptée par l'entreprise peut en être un autre. Je pense il y a aussi une question d'échelle, une question de crescendo, c'est-à-dire que on peut commencer justement par ce droit bout, cette soft law, qui a démontré toute son utilité hein, ces dernières années, pour aller vers progressivement du droit plus contraignant via la négociation collective et puis peut-être légiférer. Alors, pourquoi ce crescendo enfin, en quoi est-il rendu possible? Eh bien, le règlement prévoit à l'article 2-13, je crois, mais j'ai un doute d'un coup, peu importe. À l'article 2, je vais rester plus générique, prévoit que les États membres ont la possibilité d'adopter par voie législative ou par accord collectif des dispositions plus protectrices des droits des travailleurs. Et là, c'est très intéressant parce que c'est le seul article du règlement qui vise uniquement les travailleurs, qui ne concerne que les travailleurs et qui ouvre ici la possibilité dans les États membres d'aller au-delà du règlement et d'adopter par voie de législation, par voie d'accord collectif. Et je ne vois pas en quoi cela réserverait la possibilité aux accords de branche. Je pense que les accords d'entreprise seraient tout à fait possibles. Il y a d'ailleurs une possibilité qu'ouvrait également le RGPD, l'article 88 ouvrait cette possibilité. Les partenaires sociaux ne s'en sont pas saisis, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas conscience. Ils ne s'en sont pas saisis parce qu'ils ont du mal à identifier ce que l'on peut faire, sachant que, évidemment, on ne peut faire que du supralégal, au-delà de ce que prévoient les textes. Et c'est là que je pense les autorités nationales type CNIL, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, l'autorité qui sera chargée de l'application du règlement IA, qui sera peut-être la CNIL elle-même, ont un rôle à jouer d'identifier ce qui peut faire l'objet de négociations collectives dans l'intérêt commun et de l'entreprise et de la communauté de travail. La CNIL l'avait envisagé il y a 2 ans à l'occasion de rencontres qu'elle avait organisées avec les syndicats représentatifs au niveau national et interprofessionnel. Il n'y a pas eu de suite, mais il ne s'agit surtout pas de ma part de blâmer la CNIL. La CNIL est extrêmement sollicitée avec un personnel insuffisant, comme malheureusement beaucoup d'autorités, pour répondre à la charge de travail qui est la sienne. Elle fait ce qu'elle peut et ce qu'elle fait, je trouve en tout cas, est très bien. Et ça sera mon moyen de terminer mon propos. Je pense à un acteur sur lequel on va pouvoir compter dans les mois, dans les années qui viennent, dans le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle et en particulier dans les relations de travail, puisque la CNIL s'intéresse, vous le savez, enfin je dis vous le savez parce qu'il y a pas mal de recommandations ou de guides qui ont été publiés à destination des travailleurs. La CNIL s'intéresse en particulier à à ces relations sociales. Voilà, j'ai essayé de tenir mon temps, ce qui n'est pas évident vu toutes les choses dont j'avais envie de parler ce matin. Merci beaucoup, Grégoire, pour cette présentation très riche et très intéressante. Je vais céder la parole à mon collègue Nicolas Bienvenu, qui va animer ce temps de discussion. Il y a, je pense, des questions du public et aussi des questions des collègues. Merci, Monsieur Loiseau, pour cet exposé extrêmement intéressant, très, très riche en cas d'usage qui, je pense, auront
seront nécessaires à alimenter. On voit aussi que la réglementation évolue très, très vite. Et j'avais une question par rapport au système de reconnaissance des émotions, notamment par rapport aux capteurs. Donc, il existe des capteurs donc, de visio. Je pense que vous parlez de la visio, les visioconférences éventuellement, qui peuvent tracer les émotions. Je me disais aussi les caméras dans les ateliers. Quid de comment cela fonctionne, au niveau peut-être aussi du droit des salariés, mais aussi comment, quelle place par rapport au CSE. Et je me suis aussi posé la question par rapport aux mails. On sait très bien que les mails peuvent aussi être un petit peu vecteurs de certaines émotions, ou en tout cas peuvent traduire certaines émotions. Et au-delà de cela, bien aussi, les gestes professionnels que vous avez pu élaborer, en tout cas donner une petite explication par rapport à Amazon. Voilà, je voulais savoir si vous pouvez un petit peu détailler ces cas d'usage, notamment si c'est possible. Oui, bien sûr, sur ces systèmes de reconnaissance des émotions, c'est eux qui, paradoxalement, c'est la disposition qui est déjà rentrée en vigueur et c'est celle qui attend le plus de lignes directrices, pour reprendre le terme de la Commission, qui a annoncé ces lignes directrices dans un avenir très proche. Et alors, pourquoi tant peu de choses? Je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, c'est parce que jusqu'en juin 2023, les systèmes de traitement des émotions étaient classés dans les systèmes à haut risque. Donc, il y avait moins besoin d'identifier ce qui était faisable et ce qui ne l'était pas, puisque de toute façon, à supposer que la réglementation soit respectée, on pouvait utiliser les systèmes de traitement des émotions. C'est le Parlement qui, en juin 2023, a fait remonter ces systèmes de traitement dans les systèmes interdits en ajoutant la précision sur le lieu de travail. Ça, c'est une première observation qui explique la raison pour laquelle on a assez peu d'explications sur ce qu'il faut entendre. C'est dans les considérants du règlement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une, des exemples d'émotions qui sont, mais ce n'est pas une liste limitative, et puis surtout de ce que ne sont pas les émotions. Je crois que c'est aussi important de les souligner tout à l'heure. La fatigue, par exemple, n'est pas une émotion, ce qui veut dire qu'un système qui détecterait la fatigue des salariés ne serait pas interdit. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans les considérants du règlement, il est précisé que si le système, comment dire, est un système qui, comment dire, pardon, analyse ou prend en compte des micro-expressions du salarié, du travailleur, mais sans en inférer des émotions, le système peut être utilisé. Donc là, pour répondre à votre question, lorsque vous avez aujourd'hui des outils de reconnaissance faciale, et dans les entreprises, ça se développe de plus en plus, à partir des traits du visage, pour déclencher la session, le système n'a pas pour finalité d'en inférer des émotions, mais uniquement de débloquer l'accès au serveur. Donc ça, ces systèmes-là pourront être utilisés. Là où comment dire, la ligne va être extrêmement fine, et nous verrons ce qu'il en sera, c'est lorsque ces systèmes sont utilisés à des fins de surveillance. Et entre, justement, vous parliez des caméras, entre la surveillance et puis la détection d'émotions à partir de systèmes de surveillance, la ligne peut être extrêmement fine, la tentation peut être importante pour certains employeurs. Il y a quelques années, nous avons, lors de la pandémie, ou plus exactement lors du déconfinement, des entreprises avaient installé des caméras thermiques à l'entrée pour mesurer la température des salariés et interdire l'accès aux salariés qui avaient plus de 39 degrés de fièvre. La CNIL a fait savoir que c'était interdit puisqu'il s'agissait de traiter des données de santé. Mais on voit bien la tentation, et une tentation qui n'est pas forcément malsaine, dans l'objectif ici d'assurer son obligation de sécurité vis-à-vis des autres salariés de l'entreprise. Mais c'est vrai que entre le traitement des émotions, enfin plus exactement entre l'utilisation d'un système à des fins de surveillance et puis la tentation ensuite, on le voit notamment avec la délibération de la CNIL sur les scanners, de l'utiliser à d'autres fins, la tentation peut être grande. Alors j'ajouterais ce qui va nous compliquer la vie en ce qui nous concerne, je ne l'ai pas évoqué parce qu'il y a beaucoup trop de choses, mais
depuis, alors, sans refaire de l'histoire, depuis 2020, mais en tout cas depuis maintenant des arrêts d'assemblée plénière du 22 décembre 2023, la Cour de cassation, en ce compris donc la Chambre sociale, qui était à la tête de ce mouvement, admet désormais la possibilité de recevoir au débat une preuve illicite ou déloyale. Imaginons donc un employeur qui utiliserait un système de traitement des émotions qui est interdit, c'est illicite. Mais est-ce qu'il pourrait tout de même le produire comme preuve devant une juridiction? À sortir à la position actuelle de la jurisprudence, oui. Et là, il y a un biais. Là, on voit bien que ça pourrait apporter immédiatement une limite, puisque l'employeur pourrait se... Alors, sans rentrer dans les détails, il faut savoir que la preuve illicite ne peut être mise au débat que si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve. Autrement dit, il n'y a pas d'autre moyen de faire la preuve et qu'elle est proportionnée au but poursuivi. Mais il y a une faille qui n'a évidemment pas été envisagée par la Cour de cassation quand elle a fait évoluer sa jurisprudence sur la preuve illicite ou déloyale, mais qui va se heurter aux interdits du règlement IA. D'accord. Très bien, merci pour cette réponse complète. J'ai d'autres questions aussi. Euh, comment redonner du pouvoir d'agir aux travailleurs et aux élus du personnel sur l'intelligence artificielle selon vous? Et j'ai d'autres questions après. Là, pour le coup, alors, je vais partir sur redonner et sur du pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, ils l'ont. Je crois qu'il n'y a pas besoin de légiférer sur légiférer, aussi bien en termes d'action avec le droit d'alerte que d'information avec la BDESE. Alors peut-être pourrait-on l'enrichir, mais ça restera on pourrait d'ailleurs le faire par voie réglementaire sans avoir à réformer la législation. Sur les cas d'ouverture à consultation, on a tout ce qu'il faut. Peut-être faudrait-il, comme je le disais tout à l'heure, prévoir des cas avec une expertise financée à totalité par l'employeur. Ça, c'est ce que je plaide, mais c'est pas le sens de l'histoire. Donc les pouvoirs, ils y sont. Maintenant, c'est redonner. Alors redonner, ben, je crois tout simplement par l'information et par la formation. Faut, quand je dis il faut, on en a tous conscience, et les centrales syndicales en ont parfaitement conscience. Hein. J'ai de plus en plus d'occasions d'intervenir dans différents syndicats pour aller discuter de ces problématiques et prendre conscience d'une part des problématiques et prendre conscience des pouvoirs. Parce qu'encore une fois, je crois qu'en ce qui concerne les représentants élus du personnel, comme d'ailleurs en ce qui concerne la négociation collective, pour l'essentiel, la législation interne, elle existe. Hein. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Hein. D'accord, très bien, merci. Que pensez-vous de l'argument des adversaires du règlement européen qui pensent qu'il risque de tuer l'innovation en Europe versus les Chinois ou les Américains, en termes de géopolitique peut-être? Pardonnez-moi. La question est plus difficile parce qu'elle n'est plus juridique, ou du moins, c'est le droit qui a pour conséquence de freiner l'innovation. Vous savez, enfin, tout le monde qui a un peu suivi l'actualité il y a un an sait que même jusqu'au bout, le règlement IA a été menacé, et il a été en particulier par Monsieur Macron, qui trouvait qu'il bridait trop justement l'innovation technologique. Donc il y a eu quelques aménagements, mais qui sont restés très modestes, puisqu'on était vraiment en fin de course. Je crois qu'il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut une Union européenne qui se veut respectueuse des valeurs de l'Union? Le terme n'est pas de moi. Hein. Il est de l'Union européenne elle-même qui l'utilise. Je trouve que c'est un très beau terme, les valeurs de l'Union. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas le sentiment que le règlement IA soit directement destiné à préserver les droits fondamentaux, mais indirectement, il les prend en considération. Le RGPD, lui, est beaucoup plus sur cette perspective. Alors, oui, répondre à votre question, cela va brider l'innovation technologique avec un risque, mais qui n'est pas un risque, qui est déjà une réalité, c'est que certains chercheurs aillent dans des pays beaucoup plus libres comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, que sais-je encore. Je crois qu'il faut savoir ce que l'on veut. Et puis, je vais finir par un propos un peu polémique, mais il faut aussi savoir ce que l'on peut. Puisque Monsieur Donald Trump nous a bien menacé d'une élévation des droits de douane
en particulier. Alors, il n'a pas encore visé le règlement IA parce qu'il n'est pas rentré en application, mais il a déjà parlé du DSA, du Digital Services Act, sur la régulation des plateformes. Je, mais là, je sors de mon rôle, là, donc je ne vais vraiment pas m'étendre, mais je pense que c'est là qu'on va voir la force de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne va garder ses valeurs et va garder la protection de ses valeurs face comment dire, à une puissance de feu qui est celle de M. Trump avec l'élévation des droits de douane, hein. Mais je sors de mon rôle là en vous disant ça. Merci, effectivement, ça dépasse un peu plus le cadre. Du coup, on va recentrer un peu plus sur sur le travail, notamment par l'approche avec les risques que vous avez évoqués, avec les trois types de risques, inacceptables risques et puis tout le reste. Du coup, quelles sont les modalités d'évaluation du risque qui évaluent ces risques-là? Et si ce sont les concepteurs eux-mêmes qui évaluent ces risques, qui peut être considéré justement comme concepteur? C'est-à-dire, voilà, où s'arrête, où commence la délimitation du concepteur. Le concepteur, j'ai plus les termes du règlement en tête, mais c'est de manière générale tous les acteurs qui participent à la mise sur le marché du système. Autrement dit, ça va être le fabricant, mais si le fabricant ne le fait pas, ça sera l'importateur. J'entends lorsqu'on introduit dans l'Union européenne des systèmes qui ont été fabriqués aux États-Unis ou en Chine. L'idée, c'est qu'avant la mise sur le marché, il y ait eu cette évaluation des risques. Donc là pour le coup, il y a une obligation d'évaluation des risques. Tu ressembles peu ou prou à l'étude d'impact en matière de protection des données personnelles, hein. Évaluation des risques qui doit donner lieu à une documentation technique pour présenter la nature, le degré d'importance des risques et les mesures correctives qui doivent être prises. Ça, c'est ce que prévoit le règlement IA. Je m'interroge sur le fait que cette évaluation des risques ex ante ne se double pas ex post, et cette fois à la charge du déployeur, c'est-à-dire de l'employeur, d'une étude d'impact au regard des données personnelles. Parce que rien ne dit que l'un exclut l'autre. Ce sont deux textes différents. Donc le règlement IA, il prévoit une évaluation des risques avant la mise sur le marché, mais on peut dire que l'application qu'on fera à l'employeur dans les relations de travail, c'est un traitement de données à caractère personnel, et qu'au vu du risque que ce traitement induit pour les droits des personnes, il devra faire de son côté une analyse d'impact. Et quand je dis je n'exclus pas, je ne l'exclus pas du tout. D'accord. Très bien. Donc, peut-être aussi une autre question sur l'émotion et le recrutement, de ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Avec un recruteur qui est sur son lieu de travail, qui effectivement a un candidat en face, est-ce que aussi le recruteur serait, comment dire, impacté par les émotions en retour vis-à-vis du candidat? C'est que là, vous évoquez l'utilisation du système d'intelligence artificielle dans l'entreprise. Dans l'entreprise, notamment pour détecter éventuellement, c'est une question, les mensonges éventuels du recruteur, c'est-à-dire qu'on ne serait pas sur quelque chose je dirais, Alors, pour le coup, je pense qu'on tombe dans le champ d'application de l'interdit, puisque l'interdiction porte sur le lieu de travail. Je ne pense pas qu'il faille avoir une interprétation stricte en disant le lieu de travail suppose la conclusion d'un contrat de travail. Le lieu d'exercice de l'emploi et le lieu de travail. Enfin, c'est l'interprétation que j'en aurais. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est sans doute une des dispositions qui mérite le plus d'être éclairée, hein. Reste ensuite à savoir ce qui est émotion et ce qui n'en est pas. Autrement dit, vous évoquez le mensonge. Mais est-ce que le fait d'examiner les traits d'expression du visage pour détecter un mensonge, c'est un traitement d'émotion au sens qu'en donne le considérant du règlement? Non, non. Mais c'est dans le considérant. Donc oui, malheureusement, je ne peux pas avoir de réponse très, très précise parce qu'on est vraiment dans l'une des zones grises, à mon avis, les plus importantes du règlement, ce qui, encore une fois, tombe mal, parce que cette disposition entre en vigueur et j'ai pu comment dire, discuter avec d'autres. Son nom m'échappe, qui est intervenu dans le cycle la dernière fois, mais son nom m'échappe, peu importe.
Et elle avait une autre analyse que moi, beaucoup plus large, en disant que de manière générale, les systèmes de traitement des émotions ne devraient pas pouvoir être utilisés en phase de recrutement. Donc, on a vraiment ici un champ qui malheureusement a besoin assez rapidement, pour ne pas dire très rapidement, d'être circonscrit. Et je redis que ces systèmes sont aujourd'hui appliqués, sans être très long, j'ai fait le petit exercice il y a quelques mois de saisir le terme Harview sur LinkedIn et j'ai repéré de très nombreuses offres d'emploi dans lesquelles il est indiqué que la première phase de recrutement, c'est l'enregistrement d'une vidéo qui sera analysée par le logiciel Harview, donc sans intervention humaine. Donc c'est déjà pratiqué. D'accord. Ah oui, d'accord, merci. Alors justement, par rapport à cela, du coup, quand on parle de contrôle humain, qui se cache derrière, je dirais, derrière l'humain et comment éviter ces conflits éventuellement d'intérêts? C'est là aussi que les actes dérivés de la commission seront très importants pour nous dire qu'est-ce que l'on entend par contrôle humain. Alors, sans empiéter sur ce qui sera dit tout à l'heure par Monsieur de Stefano, la directive est beaucoup plus claire. La directive, elle est beaucoup plus précise. D'ailleurs, je n'ai pas évoqué à propos de la négociation collective. La directive, elle a évidemment un champ d'application très limité puisque c'est sur les plateformes de travail numérique, mais elle peut être une source d'inspiration extraordinaire, à mon sens, pour regarder les règles qui sont dans la directive et les élargir à d'autres champs d'application que les seules plateformes. Et dans la directive, il est prévu un contrôle humain par un personnel de la plateforme et qui doit être protégé contre les risques de sanctions. Là, c'est très intéressant parce que on trouve un statut protecteur contre justement le risque que ce salarié de l'entreprise ait de se retrouver entre le marteau et l'enclume, de devoir prendre des décisions ou des explications qui ne déplairaient à l'employeur. Donc, dans la directive, il est indiqué que ce salarié aura un statut de salarié protégé. D'accord, merci. Donc, Donc on voit ça peut être une effectivement bonne l'importance. inspiration peut-être que la Commission européenne, dans les lignes directrices, s'appuiera sur la directive. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, on voit effectivement l'importance du sujet, et surtout de la protection. Et dernière question avant la pause, dans 2 minutes. Est-ce qu'il y a des équivalences de l'IA Act dans le monde en termes justement de protection? Connaissance, je reste toujours très prudent parce que je n'ai pas une connaissance, enfin voilà, ça a pu m'échapper. Et il y avait eu à l'automne dernier une proposition en Californie à l'occasion des élections présidentielles. Vous savez comme moi que souvent c'est l'occasion de faire des référendums sur des questions qui ne concernent que l'État. Et la question qui était posée aux citoyens californiens, c'est est-ce que vous souhaitez une législation sur l'IA? Et le non l'a emporté de peu. C'est intéressant parce que la Californie a reproduit peu ou prou le RGPD. La Californie s'inspire beaucoup de la législation européenne, enfin en tout cas s'est inspirée, et elle aurait pu s'inspirer du règlement IA, mais pour le coup le non l'a emporté de peu. Donc en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, non. En ce qui concerne le Canada, non. Donc a priori ma réponse serait non. Mais je, D'accord. Ah oui, c'était Franca d'ailleurs. Je vois Odile Chani quand je parlais de la discussion qu'on avait eue sur l'analyse des émotions en phase de recrutement. Franca, elle avait une analyse beaucoup plus large en disant que ce sont toutes, y compris en phase de recrutement, que les systèmes de traitement des émotions devraient être interdits. Voilà, je ne trouverai plus le. Merci. Ça me permet de remettre son nom. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Loiseau. Donc, effectivement, merci pour ce tour du monde. Bien, nous allons clore la séance de questions-réponses.